Au début, Jujutsu, c'était excellent, mais c'est devenu de plus en plus nul jusqu'au tome 21, que j'ai fini dans la souffrance. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un trou dans ma bibliothèque, donc j'ai décidé de chercher d'où venait le problème pour ne pas le refaire dans mes scénarios. Plusieurs vidéos parlent déjà des problèmes de la série, mais justement, elles parlent des problèmes et non du problème d'origine. Du coup, c'est pas vraiment applicable à d'autres histoires. Dire que tuer Nobara était stupide... c'est un peu précis. La chose qui a pris le plus de temps ici était de faire le tri entre la narration et le lore. Pour les trois du fond qui n'ont pas suivi, la narration est l'histoire racontée, tandis que le lore est l'histoire profonde. Le problème, c'est que Gege balance son lore à chaque fois qu'il doit meubler. C'est une fondation, pas l'histoire que tu racontes. C'est une extension du territoire. Celui que tu as vu l'autre jour au centre de détention était incomplet. Et c'est parce qu'aucun sort n'y était associé. Ça n'apporte rien à l'histoire. C'est une démonstration du lore à froid. Il en faut par moment et la question n'est pas lesquels sont utiles ou pas. Le point, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Même si l'argument qu'il avait beaucoup d'informations à transmettre s'entend, il dit l'inverse dans la préface du guide. Pour moi, les guides officiels parus récemment, je pense par exemple à ceux de World Trigger ou de Demon Slayer, ont su fidèlement retranscrire la vision de leur auteur. L'univers de Jujutsu Kaisen n'étant pas aussi élaboré et vivant que ceux de ces deux œuvres. S'il considère son univers comme étant moins élaboré, c'est impossible qu'il se soit retrouvé avec trop d'informations, ou alors il ne sait pas comment les transmettre de façon fluide. C'est vrai que quand on y pense, c'est un peu con de faire ça, là. Dans un contre-exemple, on peut parler du Seigneur des Anneaux qui déborde de concepts à expliquer, et pourtant, malgré le fait que je me rassurais en pensant qu'un DVD a forcément une fin, j'ai jamais eu l'impression de suivre un cours. En revanche, Akutami gaspille un nombre important de pages pour raconter des bagarres, et la plupart sont assez creuses d'un point de vue dramaturgique. Voici les pages qui racontent l'histoire dans le tome 12. Et ça, ce sont les pages de combat. Quand je dis gaspiller des pages, c'est de ça que je parle. Ça représente plus de 80% du tome. Dans cet album, les 3 ou 4 histoires secondaires sont des combats. C'est pareil pour les guerres. Quand un combat dure trop longtemps, il n'y a plus de propos à part A doit battre B. Il devient sa propre raison et son propre moteur. Pour remonter à la source, j'ai acheté le tome 0 qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un préquel mais un pilote. Ah putain, ça fait cher quand même. La surprise de cet album, le protagoniste n'est pas Yuji mais Yuta, et les alliés changent aussi. Megumi et Nobara sont remplacés par Maki et Toge. Le remaniement ministériel est encore plus étrange parce que ses premiers personnages étaient plus intéressants que leurs remplaçants. Quand il pense une seconde, c'est logique. Bon, faut pas y penser plus par contre. Pour comprendre le changement des personnages, on pourrait commencer par comparer les deux principaux, Yuta et Yuji. On va séparer deux concepts tout de suite. Le protagoniste est le personnage principal. Flashpoint l'a utilisé avec Ed comme personnage principal et Greg comme protagoniste. Ça évite aussi qu'un acteur ne devienne irremplaçable et puisse négocier comme dans le cas de Mark Harmon qui était payé 1 demi-million par épisode. Dans Terminator, le Terminator est le personnage principal. Qui s'en doutait? Bah, même mon chat l'avait vu venir. Mais c'est pas le protagoniste. Yves Lavandier le définit comme le personnage qui vit le plus de conflits et qui va porter l'histoire, alors que le personnage principal est le sujet de l'histoire. Parenthèse, il y a une bonne raison pourquoi dans les spin-offs, on voit très rarement le protagoniste de la série d'origine. La construction même du personnage rend compliqué le fait de changer son importance dans le même univers. Harold Happy Hogan. He used to work for Tony Stark, but then he was kind of dating my aunt. Just stop talking. Et quand ils le font, c'est un numéro d'équilibriste sans filet et sans équilibre. Ça fait partie des techniques de suicide communes, ça. Au départ, il y a le désir. Pour Yuta, c'est un peu flou et tu vas voir que c'est une constance avec Gege, mais on peut comprendre que c'est de ne plus faire de mal aux gens alors qu'il est possédé parce qu'il est spécial. Du côté de Yuji, on a plus ou moins la même chose. Il est possédé par le boss final dans son cas. Lui aussi s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment et lui aussi est spécial. Ce point est déjà un problème. Soit un protagoniste peut se retrouver dans une histoire par accident ou parce qu'il est l'élu. Combiner les deux comme dans Star Wars 4 est une faiblesse. Du côté des motivations de Yuji, c'est d'être utile et ne pas mourir pour rien. Je veux juste sauver des gens, rien de plus. Oui, c'est un peu léger, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est même un élément de l'histoire. En somme, ce que tu dis, c'est que tu souhaites te battre uniquement pour obéir à quelqu'un d'autre. Qu'un autre personnage remette en question les motivations du héros est possible. Mais il ne doit pas avoir raison. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont trouver que c'est une bonne idée, quand même. Le cheminement d'un personnage ne peut pas être de trouver une meilleure motivation, sinon il lui faudrait une motivation à chercher une motivation. Dans le genre se compliquer la tâche comme scénariste, on est bien.
Pour revenir à la comparaison entre Yuji et Yuta, ils sont aussi tous les deux outsiders. C'est une technique courante qui permet d'expliquer l'univers aux personnages et au public en même temps. Une alternative moderne aux délégués du public. Pour que ça fonctionne, il doit être en mouvement et poser les questions en même temps ou trop tard. Yuji reste relativement passif comme un délégué du public qui attend une réponse. Ça fait en sorte que d'autres personnages à plusieurs reprises prennent sa place en avant. En avant. Stop! On va tous s'en sortir grâce à ton aide. Allez, on avance. Le constat est étrange. Les deux sont similaires, mais Yuta est dans les faits un meilleur protagoniste que Yuji. L'identification au personnage, voilà ce qu'ils avaient en tête. Je dis « il » au pluriel car je pense que l'équipe de la Shueisha est davantage responsable que Gege seul. Ah, la nuance est importante, hein. Wikipédia nous explique sur un protagoniste que le public est souvent censé éprouver de l'empathie. Alors, c'est pas totalement faux, mais un peu trop quand même. L'empathie, ça fonctionne tout le temps et rapidement. C'est un bug de notre cerveau animal, mais ça crée très vite des limitations si tu veux aller plus loin qu'un personnage basique. On ne peut s'identifier qu'à des personnages qui nous ressemblent ou qui sont une version mieux de nous. Tu dois être quelqu'un de spécial. Je t'en prie, ne te surestime pas. À ce niveau, on n'aurait jamais eu Winnie l'ourson, parce que le personnage principal aurait été Jean-Christophe, les enfants n'étant pas des ours en peluche. À l'époque, on savait écrire, et c'est pour ça qu'ils ont plutôt misé sur la sympathie. Et mon ami Winnie. Oh, c'est Disney, on va pas mettre trop long non plus, hein? Allez, viens! L'argent! Yuta était basé sur la sympathie et Yuji l'empathie. On devait comprendre et partager l'objectif du premier, alors qu'on s'identifie au côté passe-partout et remplaçable du deuxième. Il est souvent décrit, le Yuji, comme une pièce dans l'engrenage, un élément du système qui permet au monde d'évoluer, mais qui, lui, reste interchangeable et sacrifiable. On pourrait dire que c'est dans le même but qu'il a remplacé Maki par Nobara. Elle est bien plus simple, donc l'empathie fonctionne mieux. Et on retrouve encore la perte d'objectif, avec, pour l'exemple, la citation de Maki « Je deviendrai la prochaine chef de famille », comparé à Nobara, « Parce que je suis Nobara Kujisaki ». Pas la même ambition. I know. It's stupid. Gege a été forcé de ranger Nobara au placard jusqu'à la fin, parce qu'il n'avait pas calculé que par empathie, on s'identifie qu'à un seul personnage à la fois, et regarder un miroir vide n'est pas très intéressant. J'ai dit tout à l'heure une version meilleure de nous, parce qu'un protagoniste empathique ne peut pas avoir de défaut énervant. Luke et Luke n'a aucun défaut alors que les Dalton sont bêtes et méchants. Et c'est même le défaut de ne pas avoir inventé l'eau froide qui les rend sympathiques. Je suis peut-être un abruti, mais je suis pas stupide. Si tu veux un exemple de la puissance de la sympathie, il y a House of Cards. Frank n'utilise pas du tout l'empathie. Mais comme il nous explique le fonctionnement de la politique et bascule à cause d'une injustice, la nature d'une promesse, c'est justement de demeurer intacte peu importe les circonstances. On accepte de le suivre dans son but qui, au départ en tout cas, n'était pas méchant. Il était sympathique dans le contexte de la série. C'est pour ça que Claire ne fonctionne pas du tout comme protagoniste en ajoutant comme handicap qu'elle a tué Frank. My turn. Les gars, vous avez pensé à quoi, en fait? Ça fait partie des techniques de suicide communes. Il y a un cas où la sympathie n'a pas fonctionné, c'est Berlin dans la Casa des Papel. Parce qu'il y a quand même une règle, pour être sympathique, il ne peut pas être un énorme tas de merde. Dans les camps de concentration, le respect n'était jamais remis en question. It's too much. It's too much. Visiblement, c'est pas une évidence pour tout le monde. Ces valeurs n'ont pas suffi et les scénaristes se sont rabattus sur un autre cheat code, beaucoup moins digne celui-là, la pitié. Tu vois ce que c'est, ça? Mes médicaments. Et s'il y avait un second problème? Et si Yuji, par erreur, n'était pas le protagoniste? Ben, y a pas de question con, en fait. Je dis bien par erreur. Le concept de faux protagoniste existe, mais il a des codes qu'on ne retrouve pas ici. Psychose commence avec Marion pour augmenter l'effet du meurtre. Elle est présentée comme protagoniste dans le film et sur l'affiche, avant qu'on bascule de personnage. Gege a vraiment imaginé Yuji comme un protagoniste, mais dans les faits, c'est peut-être plus compliqué. T'as demandé de m'envoyer avec ça, hein? Fais-moi confiance, je suis un professionnel. Un protagoniste devrait être mystérieux. Il ne faut pas tout dire, il ne doit pas tout savoir. Les exemples bêtes sont Gibbs dans NCIS qui a commis un meurtre au Mexique, ou 13 et Jason Bourne qui ne savent rien de leur passé. Comme meilleur exemple, il y a Jinx qui a plusieurs mystères, dont le principal, qu'est-ce qui va lui passer dans le crâne? That's me. Il faudrait inverser la question. Qui est l'antagoniste de la série? On se pose la question, on est vraiment halté par le suspense, quoi. À moins que j'ai rien compris, c'est Sukuna, mais tout le monde se met tellement sur la gueule, je vais quand même vérifier. Sukuna, l'antagoniste, est à l'intérieur du corps de Yuji, le protagoniste théorique. Normalement, tu vois le problème, là. Soit Yuji ne peut pas s'opposer à Sukuna, soit le récit doit basculer en conflit interne, ce qui n'est pas compatible avec des combats. Les seuls moments où Gege s'est essayé, on est parti sur du Fight Club. Ce tapé dessus représente l'essentiel du vocabulaire de Gege. Donc Yuji étant bel et bien exclu des protagonistes, qui s'opposent à tous les méchants. Ouais non, je voulais dire dans cette série.
Je vais commencer par éliminer ça parce que j'imagine déjà les commentaires. En vrai, c'est top parce que ça fait du référencement. Satoru n'est pas le mentor dans la structure. C'est choquant, j'en suis conscient, mais... Il donne une courte formation à Yuji, mais c'est tout. Pour être le mentor, il faudrait qu'il le pousse à accomplir sa mission, pas juste lui dire de manger les doigts. C'est ça que vous mangez, les pauvres. Je connais. Et surtout, il doit quitter rapidement l'histoire. Encore moins, il revient pour affronter Sukuna, donc... Les deux vrais mentors sont Yaga, le directeur qui remet en question les motivations de Yuji, ou Kento qui lui donne de vrais conseils. Les deux le laissent agir et meurent rapidement comme tout bon mentor. Je parle dans une fiction. C'est vrai, quoi. Là, on l'a tué, quoi. Sinon, il y a Todo, qui forme lui aussi Yuji, mais on n'est plus à ça près comme remplissage. J'avais oublié que ça remplissait à ce point. Ça s'est fait naturellement. Du point de vue du mystère dont je parlais, on est tout de suite mieux servi avec Satoru. Il y a un personnage qui crève l'écran, c'est Satoru Gojo. Il est charismatique, complexe, fascinant. C'est le personnage qui ressort de Jujutsu Kaisen. Entre sa puissance, son passé et sa famille, que Gege n'a pas exploré, il est fascinant. Selon John Truby, un protagoniste doit être fascinant et quand il ne l'est plus, le public cesse de le suivre. Malheureusement, beaucoup de choses sont plus fascinantes que Yuji. Aïe, 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 des mots qui sont durs, hein, mais bon. On voit pourquoi Satoru est assurément le protagoniste quand on lit la théorie de Joseph Campbell nommée monomythe. Elle est très controversée parce qu'il prétendait y expliquer tous les mythes, ce qui est un peu ambitieux. Par contre, c'est devenu un outil de création sous le nouveau nom de journée ou voyage du héros. Typiquement, le truc qui manque quand on sent qu'il manque un truc. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. L'histoire commence avec l'étape du monde ordinaire. Je sais, c'est un monde d'exorcisme, il faut remettre la structure en contexte. Ça représente la base, la normalité. Pour Satoru, c'est le fait d'arriver sur un toit avec un sac de gâteaux pour affronter un monstre. La perspective, j'ai dit. Dans l'appel de l'aventure, on lui présente l'objectif ou le problème de l'histoire. Je dois vous avouer qu'en fait, je l'ai mangé. Vraiment? Oui, vraiment. Le refus de l'appel serait le moment où il dit à Yuji qu'il devra quand même le tuer. T'es condamné à mort. Crois-moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je t'ai quand même obtenu un sursis. Il a fait rapidement son possible et ne va pas plus loin. Pour la rencontre avec le mentor, en partant du principe que c'est le directeur, il dit à Satoru que Yuji doit être formé, donc il lui donne sa mission. C'est bon, Satoru. Tu peux l'emmener au dortoir. Et explique-lui toutes les règles de sécurité de l'établissement. Le passage du premier seuil arrive dans l'épisode Naissance de la Matrice 2, quand après la mort de Yuji, Satoru révèle vouloir changer le monde de l'exorcisme. Et lorsqu'il ressuscite, Satoru part dans son aventure. Je crois pas qu'on en ait parlé, mais tu sais pourquoi j'ai accepté ce poste? Je souhaite former des jeunes exorcistes aussi puissants qu'intelligents. L'étape des épreuves est par définition étalée dans la durée. Il doit comprendre sa mission et voir les défis. On a peu d'exemples car Satoru est placé en personnage secondaire. Bon, en fait, vous verrez rien. Voilà, comme ça, c'est dit. À l'approche du cœur de la caverne, Satoru va littéralement dans une caverne avec le métro de Shibuya. Et on se demande comment Gege peut encore penser qu'il n'est pas le protagoniste. Dans cette étape, le protagoniste se confronte aux gardes de l'antagoniste. Grâce à cette technique, ils peuvent contourner mon sort pour que leur coup m'atteigne. Vient ensuite l'épreuve suprême. C'est le moment où le héros est perdu et doit trouver une solution. Il y a deux possibilités. Soit répéter plusieurs fois cette étape avec une graduation avant d'affronter le boss final, c'est ce qu'on a dans les mangas, soit dans la version courte, il affronte directement le boss, mais en premier, il n'y arrive pas. On retrouve souvent ça dans les films de 90 minutes et moins. Si tu veux me sceller, dépêche-toi d'en finir. Fermeture. C'est dans cette scène que tout s'est compliqué. Gege vient d'enfermer son protagoniste officieux, mais comme son officiel est toujours libre, il pense pouvoir continuer l'histoire. On n'est pas sur une des stratégies les plus brillantes de sa part. Donc, Gege relève ses manches et il passe une suite sans fin de 1v1 octogone. Oui, c'est dans ce coin-là que je l'ai revendu. Comme tu vois, il manque plusieurs étapes au voyage de Satoru. La récompense, le chemin du retour, la résurrection et le retour avec l'élixir. Oui, il ressuscite. C'est le moment où l'éditeur a réalisé qu'il ne racontait plus rien, sauf que tu ne peux pas ranger ton protagoniste la moitié de la série et le faire revenir uniquement pour mourir sans que ce soit la conclusion de l'histoire. Ouais, j'imagine que j'ai spoilé la fin, ne me remercie pas. Surtout que s'il meurt avant la fin, l'étape du retour avec l'élixir risque d'être technique. Ça a l'air très compliqué. Bon, il peut y avoir une raison qui justifie de l'avoir mis au placard. Une mauvaise, il faut pas exagérer non plus. Il est possible que ça m'ait un peu énervé. C'est parce qu'il est trop fort. Satoru, pas Gege, il a le même défaut que Superman, un protagoniste trop fort et difficile à raconter. Le truc un peu stupide, c'est que Gege avait un antagoniste surpuissant avec Sukuna et un objectif impossible, sauver Yuji et changer le monde de l'exorcisme. Tous ces éléments forment une situation assez solide pour s'opposer à Satoru. Mais c'est du conflit d'idées et pas une bagarre, donc ça n'intéresse pas Gege. Vous allez pas vous battre comme ça, les gars! Mais ouais, putain, prenez des couteaux! Mais ouais, niquez-vous la gueule!
Déjà faire entrer Sukuna dès le début et dire que c'est le plus fort détruit la structure. Sitfield a dit, l'histoire progresse à travers une série de conflits qui s'intensifient. Si on nous présente le boss final au début, c'est comme nous dire que tous les autres méchants seront des monstres de la semaine. Si Satoru était bien protagoniste et son objectif détruire Sukuna sans tuer Yuji, à ce moment, faire arriver le boss final tôt a un sens, parce qu'il n'est pas l'objet de l'histoire. Depuis tout à l'heure, je fais comme si Gege était un mauvais scénariste, et c'est probablement le cas. Mais l'industrie du manga a globalement un problème. Il manque de temps pour écrire. Alors que dans les années 90, le chef-d'œuvre Monster publiait une quinzaine de chapitres par année, Jujutsu en sortait 30 sur cette même durée. C'est marrant, tu prends un ton comme si on avait du temps. Maintenant, ils trouvent un postulat de départ et ils improvisent ensuite. Même chez Netflix, on commence à voir arriver cette méthode, avec La Casa de Papel et Stranger Things qui n'avaient aucune idée de leur fin. On nous disait « Donnez-nous le script, vous ne savez pas comment ça va finir ?» Et on répondait « Si, bien sûr, on sait, on met juste la touche finale, mais on n'en savait rien. » C'est quand même formidable. Ils ont mis les braqueurs dans la réserve fédérale et les scénaristes ont continué à écrire des pages et des pages et des pages sans savoir comment les faire sortir. Et spoiler, eux aussi ont basculé dans une suite de combats sans propos. C'est un lance-flamme, ce truc. Ne pas savoir comment va finir une série bouclée, c'est faisable. Avec un feuilleton, par contre, c'est plutôt... Alors les gars, on sait pas où on va, mais on y va. Tous avec moi. Et chez Netflix, on signe. Non mais les mecs ont pris la vieille bête en cours, ça se peut pas. Là. Et après on se demande pourquoi les fins sont toujours nulles, c'est dans le cas contraire que ça serait inquiétant. On est à deux doigts de les applaudir de finir les films avant de les sortir au cinéma, mais bon. Donc la leçon à retenir, n'hésite pas à changer de protagoniste si un autre personnage le devient. Et c'est où tu vas avant d'écrire. Travaille surtout le but de ton histoire si tu n'as pas pour vocation d'arnaquer tout le monde. Tristement, c'est la leçon du jour. Clique j'aime, abonne-toi et partage cette vidéo. Même Netflix en a besoin.